Allez, donc je perds pas de temps, j'enchaîne directement sur la suite de l'analyse. Donc j'enchaîne directement, je vais faire les 3 vidéos d'affilée, sachant que tout est prêt donc pour avoir un contenu plus condensé, rapide, le plus exhaustif possible. Nous en étions donc arrêtés précédemment sur la mise en place, et bien la présentation du dilemme. Voilà, est-ce que Bitcoin va continuer sa hausse ou est-ce qu'il rentre dans une phase de bear market, de marché baissier? Cette partie-là donc va traiter les différents arguments en faveur d'une théorie, donc de la théorie de la team 1, du ça va continuer de monter, ce n'est qu'une respiration, ce n'est qu'une pause. Ici, nous considérons donc c'est une opportunité d'entrée, une opportunité d'achat pour aller plus haut. Voilà. Alors, il y a plusieurs éléments, forcément, donc j'en ai un petit peu parlé, le ratio de cette baisse, ce qu'il représente par rapport à ce qui s'est déjà passé. Eh bien, nous sommes dans une logique où, eh bien, au cours de cette hausse-là, ce marché haussier, ce marché donc boule, nous avons connu donc une baisse de moins 31% depuis ce point haut à ce point bas là, moins 33% depuis ce point haut ici jusqu'à ce point bas là, moins 20%, moins 21%, et donc aujourd'hui moins 35%. C'est donc la plus grosse baisse depuis le départ de la phase haussière. Cependant, nous restons dans la logique des 30%, 35%, quelque chose de raisonnablement similaire. Ok. Donc, pour le moment, effectivement, se dire que cette baisse n'a rien d'intrigant, n'a rien d'exceptionnel, ça se tient. Maintenant, faut-il attendre qu'elle atteigne les 40, les 50, les 60% pour considérer qu'en fait, ce n'est pas une baisse comme toutes les autres? C'est juste un constat à l'instant T. Il n'y a pas de, ça nous donne pas vraiment une indication, juste à nous dire que pour l'instant, eh bien, nous ne sortons pas du clou de ce qu'on a connu jusqu'à présent. On aurait pu se dire la même chose ici, sur cette baisse-là. Voilà, moins 30%, moins 25%, je ne sais pas. On va repartir, en fait, non. Bah, en fait, c'est ici, on va repartir, bah, en fait, non, etc., etc., etc. C'est un peu la mécanique, la psychologie dans les marchés baissiers, c'est que on a tendance à descendre notre seuil de tolérance à mesure que le prix donc les atteint les uns après les autres. On reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo. Donc ça, c'est une chose. Il y a une seconde chose qui est très importante aussi, qui en fait c'est une base, c'est la base dans le trading, dans l'investissement. Une petite seconde, j'espère qu'il ne va pas y avoir de pub. Il y a de la pub, mince. C'est la base dans le monde de l'investissement, de la bourse, du trading. C'est donc la tendance. Que nous dit la tendance en général? On fait une recherche en entonnoir. Je vous explique. On fait donc une analyse en entonnoir où on part du plus large pour arriver à quelque chose de plus en plus précis. C'est-à-dire, de cette manière, on s'assure que les indications long terme se mettent dans le sens de la marche long terme. Si vous voulez, dans ce genre de mouvement-là, dans ce genre de tendance, qui est donc une tendance haussière, on a tout intérêt à venir chercher les points bas pour acheter plutôt que de trouver des points hauts pour vendre. Okay. À l'inverse, dans cette tendance ici baissière, on a tout intérêt à trouver des points hauts pour les vendre plutôt que de trouver des points bas pour les acheter. Vous voyez bien qu'à chaque fois que nous avons eu des points hauts, que ce soit celui-là, celui-là, ou encore celui-là, ou encore celui-là, la performance était plus intéressante, donc de venir chercher la baisse plutôt que d'aller chercher donc la hausse. Donc la tendance sera, quoi qu'il arrive, votre meilleur allié dans votre investissement, dans votre trading. Donc là, sans surprise, nous avons affaire à une tendance ici qui est haussière. Ici également, sans surprise, nous avons affaire à une tendance qui est baissière. Mais qu'est-ce qui définit une tendance haussière? Qu'est-ce qui définit une tendance baissière? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une tendance cède, qu'une tendance s'inverse? Il n'y a rien de sorcier forcément lorsque je vous dis, eh bien écoutez, une tendance baissière, c'est une tendance qui se dessine par le biais de sommets de plus haut, ok, de sommets, de points hauts qui sont donc de plus en plus bas successivement les uns après les autres. Vous voyez, on note une décroissance dans les différents points hauts marquants du marché. Ils sont donc accompagnés de leurs homologues, les points bas, qui sont eux aussi dans la même logique. Les points bas sont également de plus en plus bas. Il n'y a rien de sorcier. En soi, c'est évident. Mais ça nous permet de comprendre qu'en fait, nous sommes dans quelque chose qui est tendanciel, dans quelque chose qui s'inscrit dans le temps et qui a une logique d'exécution. Le prix ne monte, ne baisse donc là en l'occurrence pas n'importe comment, et il ne monte pas n'importe comment. Puisqu'il procède à la même logique mais à l'inverse. Un point haut ici,
un nouveau point haut là, un nouveau point haut là, un nouveau point haut là, un nouveau point plus haut donc, un nouveau point plus haut et un nouveau point plus haut. Et chacun de ces points hauts est accompagné donc d'une base, le point bas de départ, suivi d'un nouveau point bas ici, suivi d'un point bas là, etc. Je pense que vous avez donc compris. Ce qui nous permet aujourd'hui d'apporter du poids à l'analyse du côté de la team 1, ça va continuer de monter, c'est que pour le moment, le point que nous sommes en train de dessiner aujourd'hui, même si les loustiques de la team 1 n'ont jamais cessé de dire en fait ici c'est le point bas. Ok. Non, en fait, donc on descend, je redescends mon seuil de tolérance, il est ici mon point bas. Non, en fait, ça descend, finalement, il est ici le point bas. Non, en fait, ça descend encore un peu, donc ok. En fait, je le sais, mieux que tout le monde, c'est ici le point bas. Admettons que ce soit le cas. Admettons donc aujourd'hui, à ce niveau-là, le prix nous fait une pause et s'apprête donc à nous faire une structure, à stabiliser. Il va falloir donc qu'il stabilise comme ce qu'il a fait ici ou comme ce qu'il a fait là. Il va y avoir une phase où il va latéraliser pendant un certain temps avant de prendre une nouvelle direction, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse. Il peut faire une stabilisation contractée comme une stabilisation plus étalée. Ce que nous dit donc la tendance aujourd'hui, enfin en tout cas ce que nous dit le camp des ça va continuer de monter, c'est que la tendance haussière n'est pas encore inversée, n'est pas encore brisée. Pourquoi? Puisque le dernier plus bas ici est toujours sauf, est toujours sain et sauf. Et que donc du moment que ce point bas là, malgré qu'il ait tendance à se rapprocher, eh bien tant que ce point bas ici n'est pas venu transpercer ce niveau, ok, eh bien nous avons toujours une chance de repartir à la hausse puisque nous sommes donc par définition toujours dans une tendance haussière. Effectivement, ça c'est une réalité, c'est une réalité théorique. Simplement là aussi, tout comme la baisse de 35% où on se dit ça reste dans la logique et en fait à partir du moment où on va être à 40, 45, 50%, là ça va être quelque chose d'une autre dimension. Ça serait triste d'attendre donc de venir percer ce niveau avant de prendre une décision qui pourrait donc nous sauver du capital pour celles et ceux qui sont donc exposés aujourd'hui. Je sais qu'il y en a beaucoup en fait. C'est pour ça que je fais le choix de faire ces vidéos. C'est parce que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs sont dans le train, dans l'espoir de voir une continuité favorable à leur placement, à leur position donc ouverte, à savoir une vague haussière. Donc, c'est quelque chose qui se défend, c'est quelque chose qui est valable. Ok. Là, nous sommes du côté donc ça va continuer de monter. Je suis pas là pour contrebalancer. Je nuance légèrement, mais je ne suis pas là pour dire non, les gars, vous vous trompez. En tout cas, c'est pas l'objet de cette vidéo. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Ce qu'il y a donc de plus intéressant, de beaucoup plus intéressant, ce qui a le plus d'effet sur la motivation de cette team, ça va continuer de monter. C'est pas simplement l'analyse du graphique avec les différents niveaux. Je peux vous montrer un certain nombre de choses. Attendez. Alors, image, pardon. Tac, voilà. Quelque chose que j'ai pas mal vu passer, c'est cette image-là, cette analyse-là. Donc, elle remonte à quand même 2 semaines. Et il y a 2 semaines, l'ensemble du marché, qu'il soit du côté 1 ou du côté 2, avait donc en visuel, en visibilité sur leur graphique, cette moyenne mobile 50 périodes, donc en hebdomadaire. Je vais vous l'afficher, je vais vous montrer à quoi ressemble une moyenne mobile. EMA. Alors mince. Voilà, moyenne mobile exponentielle, merci. Je suis donc tac tac. Alors, c'est une moyenne mobile hebdomadaire en 50 semaines. Moi, puisque je me suis mis en journée, je vais faire x7 pour pouvoir observer la moyenne mobile en journalier. Ok, comme ça, nous avons plus de détails en ce qui concerne le prix. Alors, si vous voulez, cette moyenne mobile a fait un office de support tout au long de ce marché haussier. Alors, quoi qu'en fait, il n'y a que les ânes qui ne changent pas d'avis. Je vais passer en weekly, en unité de temps
Voilà. Cette moyenne mobile a fait office de support tout au long de ce dernier cycle haussier. Vous voyez l'image là que je vous montrais, nous ne l'avions pas encore brisée. C'était à ce moment-là où le dilemme était le plus important, puisque cette moyenne mobile ralliait un maximum de personnes du côté de la team A, ça va continuer de monter, parce que de toute évidence, elle a fonctionné une fois ici, elle a fonctionné une deuxième fois là, elle a fonctionné une troisième fois ici. Pour eux, c'était du tout cuit qu'elle allait fonctionner donc une quatrième fois. Et si vous remarquez, les 101 000 sont à ce niveau-là. En ce qui me concerne, j'ai anticipé, je suis sorti donc aux 106 000, quelques pourcents au-dessus. Elle a fonctionné sur ce cycle-là, elle a fonctionné également sur ce cycle-là, donc elle a été complètement percée par le Covid-19, la crise pandémique, sans surprise. Elle a été rattrapée, vous voyez que le prix donc, a fait un effet de couteau sanglant sur tout l'ensemble des marchés financiers. Il n'y en a pas un qui a été exclu, mais quand même, cette fissure, cette cassure dans le marché a rapidement quand même, d'une façon décisive, été résorbée, assez résorbée. Ok. À la suite de quoi, eh bien, nous avons conservé le niveau au-dessus. Nous sommes venus ici le chatouiller. On a eu un faux signal de cassure pour rebondir. Et le vrai signal de cassure, c'est arrivé ici, puisque nous sommes vraiment passés en dessous, plusieurs bougies en dessous. Nous sommes revenus la tester par en dessous, une fois ici. On a eu un faux signal, comme ce qui s'est passé précédemment, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire une intention de dépasser, de rebondir sur la moyenne mobile. En fait, on s'est fait aspirer, on est parti. Et donc sur le précédent marché haussier également, cette moyenne mobile a fait office de support jusqu'au jour où on est venu, la break, on a consolidé en dessous et on a plongé. D'accord? Donc là aujourd'hui, jusqu'à cet instant, puisque nous sommes le dimanche 23 novembre, cette image doit dater du 1er novembre, quelque chose au tout début de novembre, la première semaine de novembre. Aujourd'hui, nous avons progressé, nous avons plus de données, et il se trouve que, eh bien, nous avons breaké et que nous continuons dans l'intention de confirmer ce break. D'accord? Ce n'est pas simplement un break, un retour. Il aurait fallu que cette bougie, pour que ce soit un faux signal, il aurait fallu que cette bougie-là qui suit ici, eh bien, soit dans le sens inverse et vienne ravaler le travail de celle-ci, réintégrer la moyenne mobile pour que ce soit vraiment un vrai signal, quelque chose de clair, comme ce qui s'est passé ici. Je ne sais pas si vous voyez, la bougie avait validé, mais la suivante est venue récupérer. C'est quand on a un ensemble de bougies en dessous, et bien qu'on on considère que le signal est clair, il est donné. Cet argument de la moyenne mobile, eh bien, il a tenu, et aujourd'hui il a cédé. Pour autant, on reste accroché à ce qu'on peut quand on est fervent défenseur d'une théorie, quand on est donc obstiné à suivre le fond de sa pensée. Eh bien aujourd'hui encore et toujours, certains considèrent que non, en fait ici c'est un faux signal, comme ce qu'il s'est passé ici. Ils diront pas que c'est un faux signal comme ce qu'il s'est passé ici, puisque en fait c'était simplement une phase de consolidation, étant donné qu'on ne descend pas d'un coup, on descend par palier, donc une jambe, on consolide, une jambe, on consolide, une jambe, etc. Donc on ne considère pas cela, mais en général, ils se disent que l'espoir n'est pas perdu. Ok. Donc ça c'est sur le graphique. Il y a des choses plus intéressantes à discuter. Ça sera même une source de débat, puisque ces informations-là ont énormément de poids dans le prix parti. Dans le prix parti de cette team, ça va continuer de monter. Hop. Alors, il m'en manque un, j'irai le chercher avec vous. Donc, le premier argument macroéconomique, donc là on n'est plus sur du technique, sur de l'analyse graphique, on est sur de l'analyse d'informations, données macroéconomiques, liées forcément aux États-Unis la plupart du temps, parce que les États-Unis, c'est la place financière mondiale, Wall Street, la première économie mondiale, le dollar, première monnaie mondiale. Donc pour tout un tas de raisons, les données émanant de Wall Street et de la Fed et du gouvernement sont pris avec un haut niveau d'importance, un haut niveau d'intérêt pour l'évolution du marché. Ici, cette toute première nouvelle, donc c'est la fin du shutdown aux USA. Le shutdown, c'est donc ce phénomène où l'administration
américaine, donc les fonctionnaires, l'État, est mise en pause. Et donc, chacun des individus constituant l'administration américaine, donc les fonctionnaires, eh bien, sont invités à bien vouloir rester chez eux, le temps qu'une négociation, le temps qu'un accord soit trouvé entre donc leur patron, Donald Trump, et le Sénat, le Congrès américain, qui en fait, chacune des deux parties, donc Donald Trump et le Congrès, ne sont pas d'accord sur l'approbation d'un budget 2026. Qui donc ne convient pas, ne satisfait pas Donald Trump. C'est une façon de négocier de la part de Donald Trump, une négociation donc musclée, de mettre en pause le service de l'État dans le but de faire pression sur le Congrès et dans le but de trouver un accord qui donc conviendrait davantage à Donald Trump pour tout ce qui est donc sa stratégie, sa politique liée à son économie nationale. Ce shutdown a été le plus long de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Ok, il a duré 40 jours. Il y en a eu un précédent. Pourquoi donc la team, ça va continuer de monter, s'en sert comme élément de discussion? Eh bien, c'est parce que le précédent shutdown, qui s'était donc réalisé également sous le mandat de Donald Trump, mais le précédent, il avait eu ici. Il s'était produit à cet endroit-là. Et il s'était terminé donc dans cette même phase ici, dans cette même région du graphique du Bitcoin. Et donc, quand ils ont analysé mais quel effet pourrait avoir ce shutdown, j'ouvre le graphique, je regarde la date du dernier shutdown, je vois qu'il était en fin décembre 2022, début 2023, ok, et je constate qu'à la suite du shutdown, il y a eu une ascension fulgurante. De leur point de vue, shutdown plus fin du shutdown égale ascension fulgurante du Bitcoin. Donc, de leur point de vue, cela devrait donc participer à leur théorie, ça va continuer de monter, et donc encourager le prix, participer à une augmentation du prix, quelle qu'elle soit. Ok, donc de leur point de vue, un shutdown qui se termine, c'est une bonne nouvelle. Tiens, en fait c'est là. Hop. C'est en plus de ça le deuxième argument. Donc fin du shutdown macroéconomique, argument macroéconomique numéro 1. Deuxième argument macroéconomique, c'est donc la Fed qui s'apprête. Alors qui devait, puis qui devra, puis qui aurait dû, puis en fait non c'est sûr, en décembre, puis qui devrait donc probablement, prochainement, abaisser ses taux dans une série de baisses consécutives, 0,25 par 0,25, peut-être à un moment donné un 0,5 point de baisse, peu importe. La logique est la suivante. Si la baisse décide de baisser ses taux, cela veut dire donc que les investisseurs seront donc incités à s'endetter dans un phénomène où eh bien, le coût de l'emprunt, le coût du crédit sera moins cher. Et donc, ce sera une opportunité vis-à-vis des investisseurs pour s'endetter et donc venir investir dans l'économie. Qui dit investissement dans l'économie, dit croissance, dit hausse dans les indices boursiers, dans les marchés financiers, et que donc finalement tout cela profiterait aux crypto-monnaies, en l'occurrence le Bitcoin. C'est pourquoi, oui, ne devrait pas baisser ses taux d'intérêt en décembre, et Bitcoin n'aime pas ça, voilà. C'est des nouvelles qui sont ingérées par les marchés, qui sont donc pricées, parce que eh bien, soit c'est favorable à moyen long terme, soit c'est défavorable, ça montre une incapacité à se positionner, ou alors ça montre une impossibilité justement de répondre à un besoin, disons, admettons. Donc ici, depuis il y a eu la mise à jour des données, il semblerait que ce soit vraiment donc en décembre que l'on assiste à une première baisse des taux d'intérêt de la part de la Fed. C'est pas certain, mais en tout cas, c'est à venir. Il y a de fortes chances. Ce qui suit les taux directeurs, c'est l'impression monétaire. C'est dans une même politique, en tout cas cela a été inscrit dans une même politique, la gestion de l'inflation. Puisqu'aujourd'hui aux États-Unis, ils se félicitent d'avoir retrouvé un niveau d'inflation qui est correct, qui se rapproche des standards, en tout cas des exigences qui s'étaient fixées au départ donc de ces différentes actions, à savoir l'augmentation des taux d'intérêt et puis aussi le resserrement monétaire. Le resserrement monétaire donc visant à retirer de l'argent du système
pour donc ralentir l'inflation et à un moment donné aussi la faire reculer. C'est tout un tas de facteurs, j'ai envie de dire, qui peuvent se permettre de jouer, de tirer sur les cordes, de tirer sur une ficelle pour venir avoir un impact sur, au final, l'inflation, puisque c'est l'inflation, l'objectif, contrôler l'inflation. Donc aujourd'hui, ils sont parvenus, alors j'aurais pu vous montrer un graphique de l'inflation, mais en tout cas, elle a explosé à la suite du Covid-19, parce qu'on avait vraiment largement imprimé, comme vous le voyez ici, il y a eu une forte augmentation de la masse monétaire en circulation. Qui dit forte augmentation sur un temps court de la masse monétaire, dit donc dépréciation de la monnaie et de l'autre côté donc des prix qui augmentent. Quand nous avons la monnaie qui se déprécie, en réalité, enfin quand c'est la monnaie qui se déprécie, l'impact visible, la dépréciation de la monnaie s'observe par une augmentation des prix. Donc, il fallait ralentir cette augmentation de prix au risque de partir en hyperinflation. On était en forte inflation, le risque c'était d'atteindre l'hyperinflation suite à cette injection massive de monnaie pour subvenir aux besoins du Covid. Donc, relance de l'économie américaine en l'occurrence. Donc, quand on a atteint un niveau critique de l'inflation, ça devait être par ici, eh bien, on a décidé de retirer une partie de cet argent injecté dans le système, dans le but donc de ralentir et donc de faire reculer l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation retrouve un niveau correct. Donc, c'était toute cette période de contrôle de l'inflation, c'était donc une période où on a augmenté les taux. La Fed a augmenté ses taux et donc a retiré de l'argent du système, ce qu'on appelle un quantitative tightening, un resserrement monétaire. Quand le quantitative tightening prend fin, qu'on retrouve une logique de taux qui donc ne monte plus et se projette à la baisse, eh bien, ça sera le possible retour du quantitative easing. En général, il y a une pause entre le quantitative tightening et le quantitative easing. Il y a une pause, un moment où on ne fait plus rien et on observe, pour ensuite donc enclencher sur un quantitative easing. Qu'est-ce que c'est qu'un quantitative easing? Eh bien, c'est l'inverse d'un quantitative tightening, c'est ce phénomène où on se met à imprimer, on se met à créer tout bonnement de la monnaie, donc c'est la Banque centrale américaine qui s'en charge, c'est son travail, une partie de son travail, d'imprimer des billets, d'imprimer de la monnaie pour la mettre en circulation dans l'économie, donc favoriser les échanges, qu'il y ait plus de liquidité pour investir, pour financer, pour pouvoir donc faire ce qu'ils ont à faire du point de vue financier. Okay, et donc, qui dit quantitative easing dit plus de monnaie en circulation et donc plus de liquidité. Voilà. Des taux qui baissent, eh bien, ça veut dire plus d'investissement. De la liquidité qui rentre sur les marchés, eh bien, ça veut dire aussi des marchés financiers qui sont nourris. Parce que ce quantitative easing est transféré par les banques qui l'ingèrent dans les marchés financiers, ou la Fed qui l'ingère elle-même directement dans les marchés financiers. Ça ne va pas dans les mains des commerçants, dans les mains des consommateurs, ça va donc dans les marchés financiers, pour donner donc de quoi manger au marché financier, en fait, les alimenter. Donc ça, c'est un argument en faveur. Je ne discute pas pour le moment, c'est réel, c'est quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est évidemment opportun pour les marchés financiers, parce que ça encourage la croissance, ok, la croissance court terme. Quatrième et dernier argument, que donc la team ça va continuer de monter utilise, c'est que donc Donald Trump aurait promis de verser à un ensemble d'Américains faisant partie des revenus les plus modestes, en tout cas ceux n'excédant pas les 100 000 $ annuels, une enveloppe de compensation. Il appelle ça un dividende. Moi je qualifie ça plus d'une compensation compte tenu de ce que les Américains viennent de traverser par rapport à leur administration en pause, par rapport aux différentes hausses des taxes vis-à-vis des importations chinoises. Eh bien Donald Trump promet de verser, alors promet. On ne sait pas quand, on ne sait pas encore combien de personnes, en tout cas on sait que c'est n'incluant pas les gens aux revenus, mais donc le chiffre de 2 000 $ est donné et on peut s'amuser à faire une estimation du coût de cette enveloppe, puisqu'il suffirait de faire 2 000 $ fois le nombre de foyers, le nombre de personnes incluses. Voilà, donc le calcul pourrait être simple, ça pourrait être, admettons, 100 millions. Et bien, si c'est vraiment 100 millions fois 2000, ça veut dire que l'État américain prévoit de partager auprès de 100 millions américains, donc 200 milliards de dollars. Vis-à-vis de la théorie, vis-à-vis du camp de ça va continuer de monter, il considère que c'est autant d'argent qui est susceptible donc de rentrer
spécifiquement sur le marché de la crypto. Donc eux, ils se disent A plus B égale C, 2000 $ fois 100 millions égale 200 milliards pour le Bitcoin. Là, je pense que j'ai pas besoin d'attendre la seconde vidéo pour nuancer et essayer d'apporter quand même, je sais pas, une certaine forme de réflexion à cet argument-là, à cette vision des choses, c'est de se dire, tout d'abord, nous parlons de revenus les plus modestes, en tout cas, ceux ne dépassant pas les 100 000 $. Je sais, 100 000 $, je sais que 100 000 $, c'est beaucoup d'argent pour nous, Français. En revanche, aux États-Unis, c'est des niveaux de salaire qui sont, disons, classiques. Ok, classiques. Donc nous parlons certes de moins de 100 000 $, mais quand même des revenus les plus modestes qui, sur leur pyramide de priorité, ont d'autres priorités avant d'investir sur les marchés financiers. Il y a notamment Noël qui va arriver, ils ont notamment des dettes, ils ont notamment des projets, ils ont besoin ce sont des grands consommateurs. Ils ont tout un tas de besoins à subvenir avant de penser à investir cet argent, cette enveloppe en Bitcoin. D'accord? Et ceux qui le feront, il y a fort à parier qu'ils ne le fassent pas en totalité, qu'ils ne prennent pas 2000 $ et qu'ils le versent sur le marché financier. Ils pourraient le faire dans une logique qu'ils ont déjà mis en place auparavant. C'est pas quelque chose qui va leur venir comme ça. Tiens, et si je mettais ces 2000 $ dans le Bitcoin, c'est qu'une minorité qui va considérer une partie de ces 2000 $ pour les investir. Les investir uniquement dans le Bitcoin, parce qu'il y a d'autres choses avant à investir. Quand on est américain, on pense au S&P, on pense au Nasdaq, on pense au Dow Jones, on pense aux actions américaines, enfin je veux dire, également l'or, les choses comme ça, que de simplement penser de directement viser le Bitcoin. Donc, permettez-moi de mettre un gros haut là sur 200 milliards qui vont arriver dans le Bitcoin. Non, s'il y a tout au plus 1 milliard, 2 milliards de cette enveloppe qui arrive dans le Bitcoin, 3 milliards qui arrivent dans le Bitcoin spécifiquement, ce sera le plus loin, voilà, je pense, le plus optimiste auquel on puisse attendre. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui est simplement de se mettre dans quel paradigme la team ça va continuer de monter aujourd'hui est inscrite. Essayer de comprendre leur vision des choses, même si je n'ai pas abordé le sujet des différentes corrélations que le Bitcoin partage avec la monnaie, le M2 global ou encore l'or. Ce sont des corrélations qui sont décalées. Ces indices du M2, donc la masse monétaire, et de l'or ont des actions du prix qui anticipent celles du Bitcoin. Ok. Donc en fait, on a juste, de leur point de vue, observé ce que sont en train de faire et ce qu'ils ont fait à court terme le Bitcoin et la masse monétaire M2 pour dessiner une tendance, dessiner donc une prévision. Et ces tendances, évidemment, vont dans le sens de la team, ça va continuer de monter. Donc, ça les encourage à se conforter dans ce paradigme-là. D'accord? Évidemment, toutes ces nouvelles ont l'air d'être intéressantes, surtout que ce sont des nouvelles qui sont de taille compte tenu du fait qu'on parle de retour d'une grosse liquidité, d'un encouragement à investir, d'une hausse de pouvoir d'achat direct et d'une situation administrative qui revient et qui par le passé nous a démontré que ça pouvait profiter au marché. Voilà. Allez, je vais donc vous laisser. Je vous rappelle forcément que la musique que j'utilise dans cette vidéo, c'est une musique libre de droit. J'ai pas besoin de taguer qui que ce soit. C'est gratuit, même pour faire des bénéfices là-dessus. Donc, aucun souci de nos copyrights. Et forcément, je vous remercie. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos, à actionner la cloche pour être informé de la prochaine publication. Et n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, vraiment, c'est ce que je vise en fin de compte à faire à partager des vidéos, c'est donc à avoir des échanges, à prendre en compte les commentaires que vous allez laisser sous la vidéo pour y répondre dans une prochaine vidéo. Donc je sortirai le commentaire, il sera screen ou je serai sous la vidéo pour en discuter directement. Ça donne matière à discuter puisque ce sera l'occasion pour vous de partager vos avis, de partager votre point de vue, de venir compléter ce que j'ai dit, de venir corriger possiblement des erreurs ou des étourderies que j'aurais donc avancées. Là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est un travail qui par moment est commun
Et donc, c'est une raison pour laquelle aussi je m'expose sur YouTube. C'est pour donc partager, construire quelque chose en commun. Voilà tout. Allez, je vous laisse et puis je vais enchaîner forcément sur la troisième vidéo, la suite, qui vise donc à démonter les arguments de la team 1, ça va continuer de monter, et à vous présenter le socle véritable de la logique de l'entrée en matière du bear market. Ok, et ce qui pourrait donc permettre non seulement à la team 1, mais aussi à toutes celles et ceux qui souhaitent rentrer, c'est, on peut considérer qu'on part de ce point ici, là où nous en sommes aujourd'hui, même si il est possible que dans les semaines à venir, sur la fin de l'année, en fait, on remonte sur un niveau des 80, 95, 99 000 $, voilà, dans le cadre d'un rebond. Admettons ce soit le cas, disons. Allez, on va pas chivoter, on va prendre au milieu, d'accord. Il se pourrait que... on s'abroge d'une prochaine chute de 50%. Okay. L'objectif des 50 000 $, dans le cadre d'un bear market n'est franchement pas déconnant. On a vu précédemment sur un bear market, on est entre 60... Alors, pardon. On était à 77, 84%. Allez, sur cette fois-ci, on va viser une borne basse déjà pour pas péter les scores. Donc j'étais tout en haut, 65%. Ici, nous avons fait une baisse de 77. Ici, nous avons fait une baisse de 85%. Allez, si on fait 65%, on atterrit aux 45 000 $. Ce qui serait, par rapport à ce qui s'est produit sur les précédents cycles, un cycle relativement peu important. Voilà. On n'a pas atteint les fameux 70%. Donc, on s'abrogerait depuis le plus haut et donc depuis aujourd'hui. Un retour à 45 000 $, c'était donc pour donner une cible. Voilà, on a encore 47, 48, 50% de chute envisageable dans le cadre d'un bear market. Voilà. C'est tout l'objet. Hein. Voilà, c'est aussi bien faire savoir à des personnes qui peuvent se sauver, faire savoir à des personnes qui ne peuvent surtout qu'il ne faut pas en fait considérer cette situation comme une réelle opportunité divine de rentrer sur Bitcoin, qu'il y aura de plus belles opportunités, des opportunités fantastiques pour rentrer sur le Bitcoin, et conforter les gens qui pensent que effectivement, possiblement, nous sommes rentrés dans un bear market. Vous allez voir, les arguments sont de poids et il y en a un qui est transcendant. Allez, je vous dis à tout de suite pour la suite. Je perds pas de temps, j'enchaîne. Ciao, ciao.